Bonjour à tous. Jean-Benoît, merci d'être avec nous. J'en profite pour saluer, mon camarade, Jérémy. Je vais recommencer le petit speech, comme la dernière fois avec, notre ami, Pierre Samozino et votre collègue, Jean-Benoît. Donc on est dans le cadre de notre master 2 SEPHN au sein de l'INSEP. L'objectif étant de promouvoir l'employabilité de l'ASP et pour cela, on a décidé de vous inviter, Jean-Benoît. Dans un premier temps, Jean-Benoît, je vais vous demander de vous présenter, même si on vous connaît un tout petit peu, parce qu'on vous a contacté auparavant, et qu'il y a beaucoup de monde qui vous connaissent, je pense. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jean-Benoît Morin. Actuellement, je suis professeur ici, à l'Université de Saint-Étienne, au laboratoire LIBM, le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, que j'ai rejoint en septembre après y avoir été pendant une dizaine d'années et fait un petit passage à l'Université Côte d'Azur à Nice. J'ai été formé en STAPS à Besançon, en master, notamment avec mon premier mentor qui a été Frédéric Grapp, et je pense que ça aura une incidence sur la suite de la discussion, probablement, dans l'accompagnement scientifique. Et je fais ma thèse ensuite en médecine à Saint-Étienne, en motricité humaine. Euh, la thèse à l'époque portait sur l'évaluation de la biomécanique du sprint en conditions de terrain. Et en fait, ça a marqué après toute la suite de mon parcours de recherche et d'encadrement, à savoir générer des modèles, des idées en laboratoire, les tester et générer des méthodes qui permettent d'aller investiguer ça un peu sur le terrain. Et je pense qu'on en reparlera, mais dans l'accompagnement scientifique de la perf, il y a aussi l'accompagnement sur le terrain, parce que c'est là que se joue la performance. Ouais, complètement. Merci, Jean-Benoît, pour, votre présentation et il est clair qu'on va discuter de tout ça ensemble. Selon vous, Jean-Benoît, sport scientist et ASP, est-ce que c'est vraiment la même chose? Non, je pense pas. Quelqu'un qui fait de l'accompagnement scientifique de la performance peut ne pas être un sport scientist au sens où euh, ne pas être totalement actif dans le process scientifique jusqu'à faire des publications régulièrement et mener des recherches régulièrement. En revanche, c'est un prérequis de base que de connaître et de maîtriser l'actualité, et c'est une actualité qui bouge tous les jours, hein, de la recherche scientifique et d'y avoir été formé. Donc ça veut dire que il faut être formé à ça pour connaître les règles du jeu et les rouages de l'actualité scientifique, donc du sport science, pour être un bon accompagnateur scientifique, pour faire de l'ASP de qualité. Mais tous ceux qui font des sciences du sport ne sont pas forcément dans les faits des agents de l'ASP et n'ont peut-être pas forcément tous les prérequis pour l'être. Je prends un exemple tout simple, quelqu'un qui a quitté un peu le monde de la pratique et le monde de l'entraînement en licence pour devenir, entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais un rat de laboratoire. C'est-à-dire quelqu'un qui est après dans la recherche uniquement cloisonné et dans les publications, ne sera pas forcément quelqu'un d'efficace dans l'accompagnement scientifique de la performance parce qu'il lui manquera le P. Il lui manquera le P de performance, il lui manquera la connaissance au jour le jour de ce qu'est la performance de haut niveau. Donc pour moi, c'est un prérequis euh, obligatoire qui marche dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Alors moi, j'avais une question d'ordre pratique. Aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez la plus-value que peut apporter un ASP sur le terrain? Ah, c'est une bonne question. Je pense pour moi, elle est évidente. Alors après, on me répondra toujours, bah oui, mais regarde, tel coach ou telle équipe, ça fait des années qu'ils entraînent sans forcément de lien avec la recherche et ils se débrouillent très bien. Et je répondrai que ça, globalement, c'est des exceptions à la règle. Les endroits où il y a du sport de haut niveau depuis longtemps, de façon régulière, sans des pics locaux de performance qui sont souvent dus à des athlètes exceptionnels ou à des générations exceptionnelles, c'est des endroits où il y a une culture scientifique, pas forcément dans l'utilisation des données, hein, mais la mise en place de l'entraînement avec une approche scientifique. L'approche scientifique, c'est poser des questions et se donner les moyens d'y répondre pour éventuellement transformer les pratiques. Et ben ça, c'est des endroits où la performance fonctionne bien et la performance est bonne. Donc, je pense que sur le terrain concrètement,
c'est globalement utile. Et alors, on n'a pas d'exercice de comparaison, hein. On ne peut pas dire qu'auraient été les résultats de cette nation sans accompagnement scientifique de performance, bien sûr. Mais de mon point de vue, c'est un point de vue un peu biaisé, hein, mais de mon point de vue, c'est mieux. Et un exemple, c'est que globalement, les structures qui mettent ça en place reviennent très rarement en arrière. C'est-à-dire que les endroits, les nations, les fédérations, les clubs, les groupes où on met en place de l'accompagnement scientifique de la performance, très rarement, on décide au bout de quelques années de s'en passer. Donc ça prouve bien que ça apporte quelque chose qui était utile. Alors, tout ça m'amène finalement à une question, notamment sur le fait de le démocratiser. Quelles sont pour vous les solutions pour faire en sorte que ce métier, cette fonction soit largement démocratisée sur notre territoire? Alors il y a un facteur limitant qui est évident, hein, qui est le contexte économique. Faire de l'accompagnement scientifique de la performance, ça veut dire embaucher des gens pour le faire. Et ça veut dire avoir la base économique pour le faire. Donc là, il y a un point qui est très différent en France par rapport à d'autres nations, c'est la structuration économique globale du sport de haute performance qui n'autorise peut-être pas à embaucher des gens. Voilà, on a déjà du mal à embaucher des entraîneurs et à payer des entraîneurs, alors des accompagnateurs scientifiques de la perf. Donc moi, je pense que la démocratisation, c'est peut-être un mot un peu exagéré, parce que même dans beaucoup de pays en avance sur la France, c'est pas démocratisé. Par contre, la facilitation, euh, pour moi, ça peut passer déjà par des formes de contractualisation d'accompagnateurs scientifiques de la performance, des gens qui soient pas 100% dans les structures, c'est-à-dire qui soient pas des gens à plein temps dans les structures, mais des gens qui puissent donner des aides ponctuelles, faire du suivi, faire du conseil, de l'encadrement conseil. Voilà. C'est un peu comme, je sais pas, est-ce que on doit embaucher un comptable dans une entreprise? Certaines entreprises n'ont pas les moyens d'avoir un comptable à plein temps, d'accord, pour surveiller les comptes, etc. Donc elles font appel à des comptables externes et peut-être qu'un premier pas, ce sera dans ce pilotage externe de l'accompagnement. Parce que bon, derrière, il faut, enfin, je veux dire, on peut pas faire des choses avec des bouts de ficelle, quoi. C'est embaucher quelqu'un qui a fait un doctorat et qui a de l'expertise, ça se paye. C'est voilà, sans être péjoratif pour les autres. Faut prendre la comparaison avec des juristes ou des comptables dans les entreprises. On se pose pas la question, hein. L'expertise d'un comptable, ça se paye, ça s'embauche. Voilà, si on estime que l'accompagnement scientifique de la performance est suffisamment important pour être intégré dans le process, ça doit se réfléchir. C'est pas un service qu'on rend. C'est un truc très important qu'il faut quand même que je mentionne, c'est que euh, j'ai le sentiment souvent, quand j'interagis avec des structures de haut niveau, que, en fait, parce que c'est des structures de haut niveau et qu'on parle de médailles olympiques ou on parle de clubs professionnels, la recherche doit être un service rendu et que, non, c'est de l'expertise. Donc, on vient chercher de l'expertise. On ne se pose pas la question d'une expertise juridique ou comptable dans un club professionnel. On ne doit pas se poser la question de l'expertise scientifique. Jean-Benoît, comme on l'a dit tout à l'heure et on avait discuté auparavant, ce lien qui vous lie entre Pierre et vous-même, et puis également le lien entre le laboratoire et la pratique. Qu'est-ce qui fait que dans un laboratoire, je vais essayer de l'appliquer vraiment au terrain, d'être le plus proche possible du terrain? C'est quoi l'élément qui déclenche tout ça? Alors, l'élément qui déclenche tout ça, c'est on y revient, hein, c'est un peu l'éducation que j'ai eue avec des gens comme Frédéric Grapp à Besançon, qui générait à la fois de la connaissance en laboratoire et qui en même temps s'occupait de cyclistes et essayait de faire en sorte que, entre guillemets, cette connaissance serve à quelque chose. Alors mon discours, c'est pas de dire la recherche doit toujours servir à quelque chose. Parfois, la recherche, elle sert uniquement à augmenter le niveau de connaissance, sans application directe visible. Et c'est nécessaire. Mais une partie de la recherche doit servir à améliorer les pratiques, à, dans notre cas, rendre les athlètes plus performants, etc., etc. Donc j'ai toujours eu la volonté d'utiliser la recherche pour augmenter le niveau de connaissance et améliorer les pratiques. Ce qui veut dire améliorer la perf, les façons d'entraîner les gens, la prévention des blessures, vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc ça veut dire qu'il y a toujours eu un lien de, de transfert possible
entre les applications et le terrain. La deuxième raison, c'est que globalement, je suis un passionné de sport et pratiquant de sport, et donc c'était naturel qu'une partie de la recherche descende sur le terrain. C'est une entreprise assez difficile au début, hein, faut quand même, on en reparlera peut-être après, mais faut aller taper aux portes, et surtout, ça oblige à de la pertinence. C'est-à-dire, ça oblige à ce que les questions posées au laboratoire soient pertinentes par rapport aux besoins du terrain. Ça, je pense que c'est fondamental. Je me permets, Jean-Benoît, de revenir sur quelques petites, précisions, par rapport déjà au fait que, de temps en temps, la science, c'est de la science et elle sera pas forcément tout de suite, mise en place sur le terrain, et c'est normal. Et comment vous pouvez, le faire, accepter? Par rapport, par exemple, imaginons qu'il y ait une demande, d'un terrain, comment on peut faire pour dire: «Bah, écoutez, là, pour l'instant, on ne peut pas l'appliquer au terrain, c'est trop compliqué. Il y a trop de main-d'œuvre, Ouais. trop de budget à mettre en place». Ça, c'est un élément on va dire, de culture scientifique globale. De mon point de vue, le public, la population générale en France a un niveau de culture scientifique trop bas. C'est-à-dire que il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est la recherche et de ce qu'est la science, le processus scientifique. Et notamment, une mauvaise compréhension de ce que nécessite, en termes de temps et en termes de possibilités d'application, le processus de création de connaissances. Si je veux tester une hypothèse et que je veux avoir derrière des résultats solides et applicables, ça va prendre du temps, ça va prendre des éléments, ça va prendre du budget, etc., etc. Mais derrière, j'aurai un niveau de certitude plus élevé que si je me contente de réponses empiriques avec mon groupe de 3 athlètes, etc. Donc en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure que c'était très compliqué de faire intégrer ça, notamment au monde du sport, parce que le monde du sport, c'est un monde dans lequel on veut des réponses totalement fiables, on ne veut pas faire d'erreur, et très rapides. Et ça, en fait, c'est quasiment l'inverse du processus scientifique, puisque le processus scientifique, c'est un processus dans lequel on va faire des erreurs pour les identifier et affiner nos hypothèses, et tout ça, ça va prendre du temps, et ça va prendre de l'argent. Donc, on a deux mondes parallèles, un monde où on voudrait que les choses soient rapides, fiables, ne coûtent rien. J'hyper schématise, mais mine de rien, à la fin de la discussion, c'est quand même ça. Et un monde dans lequel il y a des gens au travail, du budget, ça prend du temps, mais à la fin, on a des réponses. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est laisser le process scientifique se dérouler, et quand il a des résultats qui commencent à émerger, là, en revanche, à modifier les pratiques en conséquence, etc., etc. Mais on ne peut pas modifier le process. Le process, il inclut ça. Ce qu'on sait maintenant, je prends un exemple tout bête, mais ce qu'on sait maintenant sur les techniques de récupération, c'est des recherches qui datent, enfin, qui ont un flux comme ça pendant des dizaines d'années. Euh, et bien sûr, maintenant, on applique les résultats. C'est pour ça qu'une partie de l'ASP, de mon point de vue, consiste non pas à faire de la recherche et à générer de la recherche en partant d'un point zéro pour répondre à une question, mais à être extrêmement performant sur la veille scientifique et sur l'analyse des publications scientifiques pour digérer cette information et donner les délivrables aux sportifs. Être ASP, ça ne veut pas dire être chercheur, et ça ne veut pas dire on me pose une question, je génère un protocole pour y répondre. On me pose une question, je vais déjà faire un travail d'examen approfondi de la littérature pour y répondre. Ça, c'est de l'accompagnement scientifique. Alors justement, par rapport à cette posture d'accompagnateur scientifique et du décalage qu'il peut y avoir finalement entre euh, le terrain et ses attentes et la recherche ou le métier d'accompagnateur scientifique, finalement, comment est-ce que vous êtes parvenu à créer ce rapport de confiance avec les différentes structures dans lesquelles vous intervenez? Alors, c'est la même chose. Ça a pris. Mes premiers travaux ont été publiés en 2004-2005, donc il y a 15 ans. Et pour l'anecdote, à l'époque, quand j'ai finalisé ma thèse, il y avait déjà des choses vraiment, objectivement, très utiles pour l'athlétisme. J'ai envoyé ma thèse, j'ai envoyé mes travaux à, je sais pas, des dizaines de personnes dans la fédération, des cadres techniques, tout le monde. J'ai eu quasiment aucune réponse. Et donc, ça veut dire que le process, c'est pas un process évident. Euh,
et c'est un process de long terme. Donc, de créer des liens et de créer des liens de confiance, c'est un process de long terme. Et j'ai créé des liens notamment avec beaucoup de structures à l'étranger. Euh, un process qui a pris un peu moins de temps, paradoxalement, parce que, encore une fois, on y revient, la culture scientifique et la connaissance de ce qu'est la recherche que ces coachs ont appris au lycée, à l'université ou même dans l'environnement global de leur société respective était un peu plus avancé et donc le contact s'est fait de façon beaucoup plus rapide. C'est un paradoxe, c'est que j'ai des collaborations avec par exemple des clubs de NHL ou des clubs de NBA, etc., qui se sont faites sur quelques mois et qui perdurent, là où sur les mêmes thématiques, il a fallu des années pour la mise en place d'une relation de confiance dans d'autres contextes. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois la pertinence des recherches qui sont produites pour le terrain et il y a à la fois un, un, un échange culturel par rapport au questionnement scientifique, par rapport à la procédure scientifique, qui objectivement en France est moins avancée. Je ne veux pas paraître comme celui qui dit tout le temps la France c'est moins bien, mais c'est des faits, qui est moins avancée que dans les autres pays. Quand vous avez un doctorat en sciences du sport en France, vous n'êtes pas forcément un interlocuteur direct pour répondre à des questions en lien avec l'ASP. Quand vous avez un doctorat ou un PhD sur le plan international, les gens vous trouvent et les gens vous contactent pour répondre à des questions. Voilà. Et ben en fait, c'est ce process-là qui est naturel dans certains pays et qui ne l'est pas dans le nôtre, par exemple, c'est un process à faire évoluer. Ouais, complètement. Par rapport à tout ça, Jean-Benoît, de temps en temps, lorsque vous étiez avec un staff, est-ce que vous avez rencontré des petits soucis, des contraintes liées au temps ou des contraintes liées au budget? J'en suis sûr, puisque c'est toujours le même problème, c'est pratique, pas trop cher et qui dure pas trop longtemps. Là, on va rester sur le qui dure pas trop longtemps. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelques soucis par rapport à ça? Notamment, on en avait discuté avec Pierre, sur les contraintes liées au sport d'équipe, où ils sont pas toujours là, ou alors, des groupes d'athlètes qui viennent de temps en temps, qui ont des stages. Comment vous faites pour gérer tout ça? Alors en fait, moi j'ai un peu changé de façon d'approcher les choses au fil des années. Je me suis assez vite rendu compte, avec entre guillemets, «des échecs», que quand nous on propose, entre guillemets et qu'on impose les choses en disant: «Pour tester ça, il faudrait faire ça, ça, ça» avec les athlètes, hem, souvent ça fonctionne pas, et donc en fait, j'ai décidé de faire plutôt l'inverse, de dire: «OK, qu'est-ce que vous êtes prêts à investir en termes de participation, en termes de temps et cetera? Et en fonction de ça, à quoi on peut répondre?» Et en fait, ça laisse le choix total de la décision au staff et à la structure sportive et au club. Pour faire simple, quand dans un club, le préparateur physique est à fond pour faire une étude et pour vraiment tester des choses avec ses joueurs et que ça fait du sens et que tout le monde est prêt, mais qu'il n'y a que ce préparateur physique-là qui a cette motivation profonde, que le coach principal ne l'a pas, que le club ne l'a pas et que les dirigeants du club ne l'ont pas, ça marche pas. Donc, l'idée, c'est d'attendre plutôt un alignement des planètes et d'attendre que la demande, entre guillemets, vienne du management, pas d'une seule pièce des rouages qui est hyper motivée, qui est hyper partante. Ce qu'on a mis en place avec Grenoble, le FC Grenoble Rugby, dans le cadre d'une thèse de doctorat, clairement, la demande, elle est venue d'un alignement à l'intérieur du club entre tous les maillons de la décision pour dire on va développer de l'ASP au sein du club. Et là, ça fonctionne. Si moi j'étais allé voir Grenoble en disant quand est-ce que on peut tester ça avec vos joueurs, qu'il n'y avait pas eu cet alignement-là, j'aurais perdu mon temps. Et croyez-moi, depuis des années là, mon temps, je l'ai assez perdu dans ce genre d'approche. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de dire, euh, c'est pas moi qui vais proposer, qui vais entre guillemets euh, insister pour mener des recherches avec une structure. J'attends que la structure me contacte en disant, OK, on est tous prêts à bord pour faire ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ah, Et c'est quelque top, part, honnêtement, ça c'est un conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent rentrer dans ce process. C'est
je suis passé par là, alors peut-être que j'ai pas fait ça de la bonne façon, mais si vous proposez et que vous mettez le pied dans la porte et que vous insistez, et cetera, c'est pas certain que le process aboutisse. En revanche, si vous êtes suffisamment visible, pertinent, il est fort probable qu'on vous contacte pour mener des choses. Et là, vous savez que le process va aller au bout. Vous en avez une certitude un peu plus grande. C'est marrant, Jean-Benoît, moi j'en fais un petit parallèle qui est peut-être pas bon, hein, mais en tant que kiné du sport, c'est presque rendre acteur pour moi le patient, et finalement c'est rendre acteur les personnes, et donc ce sont les personnes qui viennent, et l'alignement des planètes, comme vous l'avez dit, c'est finalement eux qui viennent vers vous, et ensuite c'est un travail collaboratif qui débute, et non pas l'inverse, vous avec les gros sabots de scientifiques qui arrivez et vous dites: «Bon, ben, voilà, moi je vous propose ça, on fait ça quand?» C'est intéressant parce que c'est vrai que de temps en temps, avec Jérémy, on a tendance à se dire: «Mais comment on fait? Comment on peut faire pour, finalement montrer nos compétences, pour, essayer de voilà, d'être le plus actif possible?» On sait que ce rôle d'ASP, c'est voilà, on essaie d'aller au plus proche du terrain, mais de temps en temps, on sent que les planètes, sont pas forcément alignées pour l'instant. On attendra notre tour. Alors, il y a un fait important là, c'est la dernière phrase qui a été évoquée, c'est d'être sur le terrain. En fait, ça, c'est une composante fondamentale. Si vous êtes sur le terrain, c'est à l'époque où moi j'ai commencé mes recherches, j'étais athlète. C'est clair que en étant sur le stade avec les conseillers techniques régionaux, en étant dans des formations avec les personnes, le maillage se fait beaucoup mieux. Et je pense que ça, c'est une clé. Vous pouvez pas être déconnecté du monde sportif et vous afficher et proposer des choses en tant qu'accompagnateur. Ça marche pas. Donc Complètement. ça, c'est un point fondamental. Il faut avoir quand même une pratique et il faut être sur le terrain indépendamment de l'activité scientifique. Ouais, on avait parlé avec Pierre, notamment de ce rôle de différents maillons, et de se dire, alors lui, il avait fait le parallèle avec une petite recette de cuisine, chaque ingrédient, séparément, bah, malheureusement, ça ne fait pas la recette et ça ne fait pas un bon plat. Mais, l'idée de mettre tous ces ingrédients ensemble au bon dosage, ça faisait un super plat. Bon, je sais pas ce qu'il donne en cuisine, Pierre, mais, en tout cas, c'était la métaphore était plutôt bonne. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr. L'idée, c'est le point de base, c'est euh, soyez suffisamment bon pour que votre travail scientifique et votre expertise soient reconnus, et soyez suffisamment reconnu pour que les gens fassent appel à vous plutôt que le process inverse, c'est-à-dire que vous alliez faire appel à eux pour qu'ils fassent appel à vous. Alors voilà, le résumé, c'est ça. Le résumé, c'est ça. De toute façon, une chose est claire, s'il y a un besoin et qu'il y a une structure qui a ce besoin, elle va se donner les moyens de trouver de l'accompagnement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elle tombe sur vous. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Euh, mais de mon point de vue, c'est pas à vous de générer directement la collaboration. Ça, c'est la grande leçon que je peux apporter de mes, je sais pas, 20 dernières années d'activité dans ce domaine, hein. C'est les meilleures collaborations, c'est pas celles qui sont impulsées directement par une demande des accompagnateurs. Moi, j'avais une question par rapport à ça. En tant que jeune, on va dire, dans ce secteur d'activité. Et ma question, elle est sur finalement la gestion de la frustration qu'il pourrait y avoir à donner du temps, de l'énergie dans des projets qui ne voient pas forcément le jour. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien? Je pense que ça en fait toujours partie. Ouais. Alors là, là, j'ai un conseil très clair. Ça fait partie du jeu. Et donc, il va falloir accepter du déchet. Il va falloir accepter, entre guillemets, du temps perdu. Ce qui est en soi pas du temps perdu parce que c'est des leçons, hein, mais pour digérer ça correctement, il faut que cette activité ne soit pas votre activité principale, mais votre activité unique. Donc ça veut dire que si vous avez par ailleurs une activité professionnelle autre, ou une activité d'entraînement amateur, ou une activité de coaching ou autre, parce que si c'est le cas, là oui, vous allez être hyper dépendant d'un point de vue personnel et professionnel du fait que ça marche ou pas. Et si ça marche pas parfois, ben, il va y avoir des grosses conséquences en termes de frustration. Voilà, ça
Ça, c'est mon conseil aussi, c'est que avant que ça devienne votre activité principale, il faut que ce soit une activité secondaire. C'est important parce que c'est clair, il y aura des coups pour rien, il y aura des frustrations et bien sûr, hein, c'est inévitable. Mais je pense, c'est un passage obligé. C'est une forme d'investissement. Dans toutes ces frustrations, Jean-Benoît, est-ce que vous êtes déjà arrivé de dire: «Ben, ça, je ne sais pas faire», tout simplement? Ah Ou en oui, tout oui, ah bah cas, oui, c'est pas de mon ressort. ah oui, clairement. Comment on fait pour gérer ça? Comment on fait pour, finalement ne pas se décrédibiliser? Moi, c'est vrai que de temps en temps avec, certains patients, bah, j'ai tendance à dire: «Écoutez, j'ai pas la réponse là-dessus, je vais me renseigner auprès d'autres personnes». Est-ce que c'est votre cas également? Ah oui, oui, c'est clair, c'est fondamental. Heu, Par définition, on peut pas être un expert de beaucoup de domaines. Donc, moi, je vois des collègues, mais je vois des collègues qui publient des revues de littérature avec des méta-analyses, enfin qui sont co-auteurs sur des thèmes qui sont mais diamétralement opposés. Ils en publient 5 par an, qui vont de l'obésité, chez les adolescents jusqu'à mais des trucs de fou. Je dis: «C'est pas possible, c'est pas possible d'avoir de l'expertise sur beaucoup de domaines». Donc l'idée, c'est en revanche d'avoir de l'expertise sur où trouver les solutions et d'avoir une connaissance de quelles sont les personnes que vous pouvez recommander, et cetera, et cetera. Parce que, hem, quand on vous demande, de l'aide, de l'accompagnement sur un point précis, que vous n'avez pas l'expertise pour le faire, votre expertise doit être d'indiquer, les gens à contacter, ce qui fait partie de l'accompagnement. Voilà, on recule d'un cran, en fait. Je vous accompagne pour trouver les personnes qui pourront répondre à cette question-là. Moi, je peux pas le faire. Parce que si vous faites, moi je peux répondre à toutes les questions, obligatoirement, à un moment donné, vous allez être face à votre, degré maximal d'incompétence et ça risque de poser problème. Et maintenant, il faut pas, maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a le fait que, heu, on sait beaucoup mieux et beaucoup plus facilement qui fait quoi et qui est expert sur quoi et donc à un moment donné, vous allez être démasqué par rapport à des démarches comme ça. Donc là, moi j'ai un conseil de franchise. On parlait au tout début d'humilité, heu, il faut être franc. Ça fera partie de la comment dire? De la confiance qu'on vous accordera. Je fais confiance à quelqu'un, quand je suis une structure sportive parce que, je sais que cette personne-là, elle est, heu, régulière et elle sait ce qu'elle sait, elle sait ce qu'elle sait pas et ça, c'est important. Merci, Jean-Benoît. Alors j'avais une question qui sort un peu on va dire, de ce qui était prévu à la base. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut se revendiquer accompagnateur scientifique à bac+5? Oui, clairement. Ouais, ouais. En tant que directeur de thèse et tout, je devrais peut-être pas dire ça, mais pour moi, le master, c'est la porte d'entrée dans ce domaine de, la recherche. Ça veut dire que en master, vous pouvez justifier d'une formation qui vous permet de mettre en lien recherche et performance, donc d'accompagner scientifiquement la performance. En revanche, ce que vous n'avez pas avec un master, que vous avez avec un doctorat, c'est la preuve que vous êtes capable de mener de la recherche et de publier de la recherche. Donc là, voilà les 2 crans dont on peut, parler. C'est un cran, je peux vous accompagner à mieux utiliser les résultats de la recherche pour votre pratique, grâce à mon master. En revanche, je ne pourrais pas générer de la recherche, j'ai pas encore les clés et la pratique pour faire de la recherche, pour répondre à des questions spécifiques, ce qui est l'objectif du doctorat. Donc le, le master, c'est quand même, c'est 2 années, après la licence de spécialisation en lien avec la recherche scientifique. C'est le grand pas que franchissent les étudiants qui vont en master à partir de la licence. C'est le pas de la connexion à la recherche et voilà donc oui, oui, clairement. La réponse est oui. On peut être un très bon accompagnateur scientifique de la perf, entre guillemets, avec seulement un master. Le le kiné avec qui je travaille souvent en Espagne, qui s'appelle Jordan Mendiguchias, c'est un expert en termes de prévention des blessures, et cetera, et cetera. Il a pas de doctorat, hein. Il est kinésithérapeute et il a un master. En revanche, après son master,
il a fait des stages dans 3 laboratoires très ciblés où il y a des experts sur les domaines qui l'intéressaient, des stages de 6 mois. Il lit probablement plus que moi. Enfin voilà, il est à bloc, mais il n'a pas de doctorat. C'est un excellent accompagnateur scientifique de la performance. Bon, je ne tape pas du pied, mais bon, je suis kinésithérapeute et non, je rigole, Jean-Benoît, mais en tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour Jordan Mendigoucha, dont Ouais, les lectures sont très intéressantes. il faut toujours le doctorat sur votre CV, il apportera la preuve que vous avez les compétences pour jouer un rôle dans le process et dans la communauté scientifique. Mais parfois, ce qu'on recherche, c'est pas ça. Parfois, ce qu'on recherche, c'est les compétences pour accompagner scientifiquement la performance. Et ça, quelqu'un qui a, entre guillemets, seulement un master, mais des diplômes spécifiques, de la pratique de haut niveau dans une discipline, etc., pourra être excellent dans l'ASP. Donc là c'est un point important. Alors, bon, c'est mon opinion, hein, vous m'interviewez pour ça, mais pour moi, ASP ne veut pas dire on rentre pas dans la maison ASP avec son doctorat. Je vais revenir, Jean-Benoît, si vous voulez bien, sur une des études. Là, on sort un petit peu du cadre des questions. Avec Jordan Mendigoucha, vous avez mené une étude sur les préventions des blessures au niveau des ischio-jambiers, notamment une étude qui montrait qu'il y avait les F0 qui étaient parfois faibles, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a eu de temps en temps des petits soucis sur l'évaluation ou sur le programme à mettre en place pour améliorer ce genre de contenu comme le F0, comme le V0 lors de cette étude-là? Alors, je réponds juste après, mais j'ai juste une analogie qui me paraît pertinente par rapport à la question Ouais. d'avant. Désolé, j'ai eu de l'inertie dans le. Ouais. C'est qu'en fait, Pas de souci. C'est tout bon. c'est la question de est-ce qu'il faut avoir un doctorat pour être bon accompagnateur scientifique de la perf? Moi, j'aurais la même réponse que est-ce qu'il faut avoir été footballeur de haut niveau pour être un bon entraîneur de haut niveau? L'idée, c'est de dire si vous avez été footballeur de haut niveau ou sportif de haut niveau dans une discipline, vous avez joué à cette discipline. C'est-à-dire que vous connaissez de l'intérieur le jeu, de la même façon qu'avec un doctorat, vous connaissez de l'intérieur le jeu de la recherche. Mais il y a des exemples d'entraîneurs de très très haut niveau qui n'ont pas été des joueurs de très haut niveau et qui sont des entraîneurs exceptionnels. D'accord? Donc ils ont une forme de base plus des compétences. On pourrait assimiler ça à un master plus des compétences. Et ils n'ont pas forcément, entre guillemets, le doctorat de joueurs de haut niveau. Donc voilà, on peut résumer ça à cette analogie-là. Alors pour la réponse à la question suivante, c'est parfois oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand on examine le spectre des capacités d'un athlète et qu'on va sur l'ensemble du spectre des très hauts niveaux de force au très haut niveau de vitesse, l'idée, c'est de dire si derrière, j'ai des recommandations de développement en lien avec ce spectre, par définition, le principe de spécificité de la charge et du stimulus va me dire si tu veux développer telle ou telle zone du spectre, il va falloir passer par des niveaux de charge ou des niveaux de vitesse spécifiques. Donc ça veut dire que, par exemple, si le diagnostic c'est tu as un niveau de force maximale faible et il faut améliorer ça, il n'y a pas 150 solutions. Si on veut être spécifique, il va falloir travailler ça. D'accord? Pareil pour la vitesse. Si j'ai un joueur ou une joueuse qui a un déficit de vitesse maximale de course, c'est pas en lui faisant faire des répétitions sur une machine en salle de gym à vitesse basse que ça va bouger. Donc, il y a de la spécificité. Après, les barrières, c'est les barrières dans l'acceptation des staffs, des coachs et des athlètes de faire ça. Je prends un exemple tout simple. Si demain je veux faire un marathon et que je manque d'endurance fondamentale et que la réponse à mon diagnostic c'est il faut que tu fasses des bornes, eh ben, si j'accepte pas de faire des bornes, je vais pas résoudre le problème. Et la décision, elle m'appartient. Donc parfois, pour donner des exemples tout simples, dans certains sports co où il n'y avait pas une culture de travail en force maximale sur le membre inférieur, quand le diagnostic c'est pour améliorer votre performance et votre hauteur de saut, il va falloir améliorer votre niveau de force maximale. La réponse c'est il va falloir faire de la musculation avec charge très élevée. Ça, c'est le diagnostic et la proposition. Si face à ça, on a des entraîneurs qui disent bon, bah, ok, on organise ce cycle-là et on avance, ben, probablement qu'il y aura des améliorations. Si on a des entraîneurs qui disent ah ben non, 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 nous, la force maximale, on n'en fait jamais
pour toutes les raisons qu'ils veulent bien invoquer, ben, la démarche, elle s'arrête là. Ouais, c'est exactement, je prends souvent le parallèle entre un patient et son médecin. C'est quand le médecin il pose son diagnostic et qu'il propose le traitement et que le patient il le prend pas, la responsabilité du fait qu'in fine ça s'améliore pas, elle incombe à qui? Elle incombe pas au médecin, hein. Donc voilà, l'idée c'est parfois l'exploration du profil force-vitesse va amener des conseils pour l'amélioration qui peuvent être adoptés ou pas. Et en revanche, dans notre pratique et dans les études qu'on publie et que d'autres maintenant commencent à publier, on s'aperçoit quand même que quand les solutions proposées sont mises en place, on a tendance à améliorer les choses. Alors, sans citer le contexte, mais une des premières fois où avec des athlètes de très haut niveau, j'ai amené un diagnostic au manager et à l'entraîneur et que les solutions n'ont pas été mises en place, un des arguments, c'était oui, mais on n'a pas de preuves scientifiques que si on met ça en place, on va améliorer notre performance. Et ça, c'était au tout début de notre exploration des profils force-vitesse. Si on avait la même discussion aujourd'hui, je pourrais mettre 7 ou 8 études scientifiques sur la table, y compris des études qui ne sont pas de notre groupe. C'est-à-dire des études d'autres groupes qui ont là peut-être que le pas aurait été franchi. Quand on veut parler vraiment force pure, il faut aller chercher, du très, 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 très lourd et de temps en temps sur des staffs, ça peut paraître parfois un petit peu difficile et même chez certains patients, notamment moi je fais toujours le lien avec, mon métier, de faire accepter, cela, de dire: en mettant du lourd, on va pouvoir, gagner, sur ce profil-là», c'est parfois un petit peu difficile. Ouais, il y a plein de, comment dire, de mythes autour de tout ça. Il y a le mythe de la prise de masse, qui est totalement faux. On peut tout à fait gagner de la force sans gagner de la masse. Il y a plein de choses là derrière. Et l'accompagnement scientifique à la performance, ça sert exactement à ça. Ça sert à dire, attention, voilà ce qu'on sait du travail de force, voilà ce qu'on sait de la prise de masse, etc., etc. Et c'est pour ça que parfois ça, il y a des frictions entre certains staffs, certains coachs et des accompagnateurs scientifiques de la performance. C'est que quand les conclusions de la recherche viennent télescoper les a priori, les pensées des coachs, ben, soit ils ont la démarche de changer ce qu'ils pensent en se disant ah ben ok d'accord alors peut-être que j'avais quelque chose d'erroné dans la tête, soit ils l'ont pas. Et le principe de base, c'est l'accompagnement scientifique de la performance, c'est aussi mettre des chiffres. Ça, il faut qu'on en parle 2 secondes. C'est objectiver les choses. Donc, quand tu m'expliques qu'avec avec un squat jump, avec une barre, tu fais de la vitesse, et ben moi, je mesure à quelle vitesse tu sautes. Et aujourd'hui, on a des outils pour bien le faire. Après, je t'attache à des élastiques ou je te suspends pendant que tu sautes et je te montre que, en fait, tu faisais pas de la vitesse puisque tu es capable de pousser. Voilà. Ou alors, je te mets à l'horizontale et je te fais faire un saut, un squat horizontal. Là, tu fais de la vitesse. Et donc, on met des chiffres sur les choses. Et honnêtement, les discussions sont totalement différentes quand il y a des chiffres sur la table ou pas. Parce que quand vous dites je pense que et que ce je pense que est vrai ou est faux par rapport à la réalité des chiffres, là, c'est clair. Si je sais pas, je prends un autre exemple. Vous dites en faisant cette séance-là, tu vas atteindre ta fréquence cardiaque maximale. Si on la mesure et qu'on est à 80%, on sait que cette séance-là, elle est pas bien ajustée. Voilà, on met des chiffres derrière les choses. Vous connaissez sûrement Anaël Aubry et peut-être, j'espère, vous l'aurez dans l'interview parce que il fait partie des gens qui ont percé dans l'accompagnement scientifique de la performance. Une de ses premières missions quand il intervenait avec les hauts niveaux, ça a été de mettre des chiffres sur ce que font les nageurs, les triathlètes, etc., etc. Et des chiffres parfois de base, hein. Kilométrage global mensuel. Combien vous nagez de kilomètres par mois? Je sais pas trop. Ok, alors on va te mettre un GPS à chaque fois que tu sors et à la fin du mois, on discute. Voilà, c'est mettre des chiffres. Et c'est pour ça, je reviens à l'histoire du master. On peut être excellent dans la génération et l'analyse des chiffres avec un master très très bien fait, hein. Il n'y a pas besoin d'un doctorat pour faire parler les chiffres correctement. Oui, justement, on a eu l'occasion enfin, 2 autres membres du groupe ont eu l'occasion d'échanger avec Anaël Aubry autour de ces questions. Cool. Donc, ça sortira prochainement, je pense. Moi, la question que j'avais, justement, pour rebondir sur la question des 7 ou 8 papiers, finalement, qui
qui aurait pu répondre à une question d'il y a quelques années. Quel est le futur finalement de la recherche sur le profil force-vitesse et notamment sur son application terrain? Qu'est-ce qui anime les sciences de ce domaine en ce moment? Bon, à l'heure actuelle, il y a deux directions. Une direction dans laquelle les gens essayent d'affiner un peu la qualité méthodologique des choses, donc des études qui montrent que quand on mesure les choses un peu différemment, quand on apporte des facteurs de correction, on améliore la précision globale. Ça me paraît intéressant, mais honnêtement, vu le niveau de départ des choses, il n'y a pas beaucoup d'amélioration à attendre de ce côté-là. En revanche, la grosse amélioration que moi j'imagine, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu amorcé, c'est d'essayer d'être encore plus proche de la performance que ce qu'on a déjà réussi à faire. Donc, on a déjà réussi à franchir un premier pas qui est de ne plus avoir besoin éventuellement des outils de laboratoire. Ça, c'est un pas, je pense, qui est assez clair maintenant. Le deuxième pas qu'on essaie de franchir, c'est le pas de même plus, entre guillemets, avoir besoin de tests spécifiques. Je prends l'exemple du sprint. Si vous voulez évaluer le profil force vitesse d'un athlète en sprint, hors du laboratoire, il faut quand même lui faire un sprint de 30 mètres qui, si on n'est pas en athlète, mais même si on a un athlète, n'est pas hyper spécifique. Donc en fait, pour moi, les pas à franchir qui restent, c'est les pas de l'hyper spécificité. Je suis pas enfin, voilà, je pense que c'est pas ultra nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément d'informations avec les tests déjà mis en place et le feedback que j'ai de plein de structures. Parce que ça, c'est des choses, c'est la face invisible de l'iceberg. C'est ce qui tombe dans mon mail et les discussions que j'ai avec les gens quand ils mesurent les choses et le feedback qu'on a. Mais ça, on le publie jamais. Et ça, c'est globalement très positif. Mais il reste le pas de l'hyper spécialisation. C'est un pas qu'on est en train d'essayer de franchir en essayant d'analyser les données. La donnée de base, c'est le mouvement. Donc, à partir du mouvement d'un athlète en situation réelle de pratique, qu'est-ce qu'on peut calculer, qu'est-ce qu'on peut générer? Ça, c'est à mon avis les 10 ans qui viennent. Ouais, pourquoi pas, peut-être, Jean-Benoît, le côté prévention? Je sais que vous avez déjà fait Ouais. quelque chose avec, Mendy Gaucher, mais c'est encore le kiné qui parle. Alors, je suis pas arrivé avec ma casquette de kiné, mais presque. Mais, je sais que l'utilisation, en tout cas du profil force-vitesse, est pas encore, mis en place ou pas énormément mis en place, notamment pour les critères de retour au sport. Moi, je vais parler énormément du ligament croisé. Ça pourrait être je dis bien, un des critères, futurs, pour le retour au sport. Oui, clairement. Après, les 2 points de discussion sont liés. Il y aura une utilisation un peu plus massive, un peu plus systématique des choses quand il y aura une génération un peu plus systématique de données. Euh, utiliser l'analyse du profil force vitesse d'un athlète, imagine, je sais pas, une joueuse de handball qui se fait les croisés en rééducation et en retour au sport, ça n'a de sens que si on a une base de données chez cette joueuse suffisamment fiable avant sa blessure pour un peu analyser les choses. Sinon, ça sert pas à grand chose. Ça sert à juste voir si elle est retournée dans les standards pour sa pratique, mais est-ce qu'elle y était à la base dans les standards pour sa pratique? Donc voilà, les deux choses sont liées, c'est-à-dire plus de spécificité égale plus de systématicité dans les données égale plus de données quand on a besoin d'avoir des points de repère. Voilà, mais c'est un tout. Et ça revient à la discussion du tout début. C'est un tout où ce qui compte, c'est la culture globale et l'adoption de ce type de mesures. Si ces mesures-là, elles sont devenues routinières parce qu'on imagine qu'elles ont de l'intérêt, elles seront faciles à mettre en place pour de la rééducation, etc., etc. En fait, de mon point de vue, c'est entre guillemets, hein, c'est une forme de tout ou rien. Il y a tellement d'inertie dans le process et ça demande tellement de temps de bien bâtir quelque chose que il faut être tout le temps avec ça en tête, sinon ça sert à rien. C'est quelque chose qui se met en place avec de l'inertie. C'est pour ça que c'est super frustrant de travailler par exemple avec le football de haut niveau parce que quand vous mettez en place quelque chose et qui a besoin de 2 ou 3 ans pour vraiment bien tourner et vraiment apporter une plus-value énorme et qu'au bout d'un an et demi, le staff est dégagé et que en gros, pour faire simple, le staff il part avec les disques durs et que tout repart à zéro, ah, voilà, l'utilisation sur le long terme, elle explose, quoi. Mmh. Et sur le court terme, quand on me dit, par exemple, est-ce que vous pourriez évaluer ce joueur une fois? Je vois pas trop à quoi ça sert.
qu'est-ce que je vais en faire des données d'évaluation du joueur? Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il va. Je vais juste pouvoir le comparer à d'autres joueurs du même niveau de performance, si j'ai un peu les bases de données. Et derrière, je fais quoi? Ça a de l'intérêt que si je regarde comment ça évolue quand il est fatigué dans la saison, je sais comment ça avait évolué avant ses 2 dernières blessures. Voilà, là, c'est riche. Mais pour faire ça, ben, il fallait le faire de façon systématique. Il fallait le faire, ouais, il fallait presque un partenariat ensemble. Jean-Benoît, je me permets, Jérémy, de conclure si tu veux bien. Complètement. Parfait. Donc Jean-Benoît, un grand merci, pour, cette, interview. C'était vraiment super agréable, pour moi. Je pense que pour Jérémy, ça l'est Pareil. également. Je remercie votre, expertise, votre bienveillance et puis, également votre, esprit de synthèse. Tout c'est toujours agréable de pouvoir à chaque fois, finalement, c'est presque, j'ai presque envie de dire, c'est comme un tableau Excel avec plein de formules. Vous arrivez à finalement faire juste égal à un point et finalement tout le monde comprend et ça parfois c'est quand même assez agréable de se dire que on n'a pas besoin d'avoir, compris toute la formule pour comprendre, l'objet final. Donc c'est vraiment top et je Ouais, pense que c'est un des moi non plus, je la comprenais pas, donc non, ça va, vous me rassurez. Mais je pense que c'est un élément, qu'on doit tous garder en tête, c'est essayer de pas de simplifier, mais de toujours essayer de se faire comprendre par tous, pour que tout le monde puisse communiquer ensemble et finalement presque avoir ce même langage, au profit toujours de la performance et ça, ben, pour ça, je vous en remercie, énormément, parce que vous faites avancer, quand même, beaucoup de monde. La science aussi, mais également des étudiants comme, Jérémy et moi-même. Donc merci beaucoup, avec plaisir. Jean-Benoît. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.